Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce journal. Les membres du gouvernement devant la commission des finances au Parlement pour défendre le budget sectoriel. Dans cette édition, vous suivrez le passage du ministre de l'économie numérique et celui du plan et du développement. Les transporteurs de coton sont aux anges. Ils vont bientôt récupérer leurs arriérés de la campagne 2015-2016. La nouvelle leur a été annoncée hier à Cotonou. Partenariat stratégique entre la CCIB et la Chambre du commerce et d'industrie de la Wallonie en Belgique. Les deux institutions se donnent la main pour écrire ensemble une histoire économique fructueuse. Et merci de votre fidélité. On ouvre ce journal par cette visite du chef de l'État dans la partie septentrionale de notre pays. C'est d'abord à Parakou, dans une salle archi-comble, que le maire de la ville, Charles Toko, a d'abord exposé au chef de l'État et sa délégation les problèmes auxquels la capitale septentrionale est confrontée. Et en réponse à l'ensemble de ces doléances, le président Patrice Talon a indiqué les grands axes de certains projets destinés au développement de la ville. Nous aurons dans nos prochaines éditions les temps forts de cette visite du chef de l'État dans la partie septentrionale avec Renaud Capo et l'équipe déployée sur place. 11,4 milliards, c'est bien ce que demande le ministère en charge du développement pour accompagner la mise en œuvre des différents projets au transit au sein de l'institution. Eh bien, le patron du dit ministère, Blaby Otiene, est allé défendre le budget de ce ministère devant la commission des finances du Parlement. À l'occasion, il a annoncé la publication sous peu du programme d'action du gouvernement. Reportage. Le gouvernement a approuvé le programme d'action du gouvernement il y a 2 semaines à peu près et nous sommes en train de faire des travaux de mise en forme qui vont nous permettre de présenter ce programme à l'ensemble de nos compatriotes et surtout aux députés. Je l'ai promis aux membres de la commission, je l'ai promis avant-hier lors de la présentation du PIP. Nous ferons cet exercice parce que nous avons besoin que tous les acteurs importants, en particulier les députés, soient informés et qu'ils sachent ce que nous voulons faire à l'horizon des 5 ans qui viennent. C'est dans notre propre intérêt et nous allons le faire, je veux vous donner l'assurance de cela. Et nous avons besoin aussi que nos partenaires au développement, nous avons besoin que les banquiers, nous avons besoin que les financiers connaissent le contenu de ce programme. Donc il y aura un vaste programme de communication autour de ce programme d'action du gouvernement. Deuxièmement, en ce qui concerne la mobilisation des ressources, le ministre des Finances en a parlé lundi, j'en ai parlé moi aussi mardi, pour donner les assurances sur le fait que mobiliser 808 milliards pour le PIP ne sera pas un problème. Pour donner les assurances que mobiliser 2000 milliards pour le budget général de l'État 2017 ne sera pas un problème. Parce que nous l'avons fait par le passé, nous sommes capables de le faire dans les mois qui viennent. Et puis, la connexion au débit sera une réalité sur toute l'étendue du territoire national dès l'année prochaine. La promesse en a été faite par Rafiatou Monroe, ministre en charge de l'économie numérique, ce jeudi à Porte-Nouveau. Elle est allée plancher devant la commission des finances du Parlement pour justifier les 31 milliards qu'elle a exigé, enfin que son ministère exige pour l'année à venir. Pour le ministère donc, elle a eu à présenter ce projet sectoriel. On va écouter donc le ministre avec nos reporters à Porte-Nouveau. L'économie numérique aujourd'hui dans notre pays doit servir de levier pour la croissance économique. Et c'est pour cela que nous avons beaucoup de projets phares. En 2016, nous avons un budget d'un montant de 21 milliards environ. Mais en 2017, compte tenu des défis à relever dans le secteur de l'économie numérique, pour accompagner tous les secteurs vitaux de l'économie, ce budget est passé à 31 milliards. Et ça se justifie par le nombre de projets phares.
il y a comme projet phare que tout le Bénin attend, la généralisation de l'Internet haut débit sur toute l'étendue du territoire au Bénin. Le gouvernement béninois a mis un accent particulier et est prêt à faire un effort conséquent pour que cela puisse être réalité en 2017. Et vous aurez les détails dans les jours à venir avec l'implémentation de tous les projets d'infrastructure qui, pour certains, ont commencé et pour d'autres, restent à venir. Et puis le ministère du cadre de vie souhaite une amélioration qualitative de l'environnement et de l'habitat au Bénin. Et cela à partir de 2017. Une ambition qui va nécessiter 148 milliards de francs, du moins selon le ministre en charge du secteur. Il a présenté le budget du département ministériel qui dirige. C'était hier à Porte-Nouveau. José Didier Tonato revient ici sur quelques préoccupations des membres de la commission du plan du Parlement, face à qui il était hier. Le gouvernement est dans son rôle d'accompagnateur pour mieux renforcer la décentralisation. Il y a plein de projets, beaucoup de projets financés par les bailleurs qui sont pilotés par le gouvernement au profit des collectivités territoriales. Et compte tenu du fait que ces ressources sont relativement limitées, le gouvernement s'est donné le devoir de régler un certain nombre de problèmes majeurs dans les villes, notamment la salubrité, la gestion des déchets, l'assainissement. Cotonou, par exemple, un plan directeur d'assainissement de 400 milliards, elle ne pourra jamais mobiliser ses ressources. Donc le gouvernement est là pour accompagner et faire avec la commune de Cotonou et non faire à la place de la commune de Cotonou. L'autre préoccupation était également relative au logement. Comment est-ce que nous allons faire pour changer d'échelle en matière de logement? Et j'ai expliqué aux députés que nous avons pris toutes les dispositions pour changer d'approche et que l'État reste dans son rôle de créateur d'environnement incitatif pour que les promoteurs immobiliers qui savent techniquement comment on fait, qui savent comment on mobilise l'argent, viennent chez nous parce que nous aurons créé les conditions, à savoir régler la question du foncier viabilisé pour leur permettre de faire des logements dans de bonnes conditions. L'objectif est de changer d'échelle. Nous n'avons jamais pu réaliser des logements à grande échelle. Nous voulons faire 20 000 logements en 4 ans. Ça fait un rythme de 5 000 logements par an et nous comptons bien faire beaucoup plus que ça. Et puis à la faveur des travaux de la traversée de la ville de Parakou, les populations subissent des désagréments énormes. Inhalation de la poussière et dangers divers guettent les Parakois au quotidien. État des lieux avec Alexis Sebemon et Claude Adibi. Tout est en chantier dans la cité des Koubourou. Décapage des voies dégradées dans la perspective d'en réaliser d'autres, routes barrées, ronflements d'engins, déviations tous azimuts, levée de poussière à rendre malades les usagers. La poussière devient de plus en plus envahissante à Parakou. Que ce soit à l'entrée de la ville ou à sa sortie, la volonté de rendre les voies plus praticables et d'embellir la cité est manifeste. Mais en échange, l'on subit d'énormes désagréments. Les gens arrosaient avant, mais maintenant il y a trop de la poussière. Vraiment, c'est de trop. Hein. On est toujours malade. Toute la ville est poussiérée. Chaque jour, on ne fait qu'acheter de l'épic pour boire. À tout cela s'ajoutent les effets pervers de l'harmattan. Il faut que la population sache qu'il prend des risques, surtout les risques d'infection au niveau de la sphère ORL, c'est-à-dire rhinolaryngologie du nez, cavité ORL, c'est-à-dire cavité buccale, oropharynx, et au niveau des oreilles. En dehors de ça, nous avons les infections pulmonaires, bronchite et pneumonie, de la grippe, la répétition des crises d'asthme, même de la tuberculose, des sinusites, des otites, de la méningite aussi qui est une affection grave. Face à ces complications, des consignes ou conseils sont nécessaires pour les populations. Ceux qui sont à vélo ou à moto qui circulent, il faut qu'ils mettent des masques, des cache-nez qui sont vendus dans les carrefours. En dehors de ça, vu que la montagne est associée, il faut que les gens se protègent en termes d'habillement, qui portent des pullovers, qui mettent des manteaux. Lors du ménage à la maison, il faut qu'on arrose le sol pour éviter de soulever la poussière.
Les responsables en charge des chantiers arrosent par moment le sol. Visiblement qu'ils sont conscients des dangers qui guettent les populations qui, elles, souhaitent voir l'arrosage se faire plus fréquemment. Et bonne nouvelle pour les transporteurs de coton, ils seront prochainement payés en ce qui concerne les arriérés de la campagne cotonnière en 2015-2016. Eh bien, cette décision a été annoncée hier à la faveur d'une assise entre les différents acteurs de cette filière au ministère donc, de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Reportage Ismaël Oncinon est présenté par Jérôme Mongba. Nous avons donc été instruits au niveau de l'AIC pour que nous puissions mobiliser la somme d'un montant de 4 milliards environ, afin que nous apportons notre contribution pour pouvoir donc commencer par payer ces acteurs à partir donc de ce jour. Voilà la bonne nouvelle apportée par l'association interprofessionnelle de coton aux transporteurs de l'or blanc au titre de la campagne 2015-2016. C'est un mécanisme de remboursement défini à l'interne pour garantir un bon déroulement de la campagne de commercialisation 2016-2017. Les transporteurs sont satisfaits. Nous sommes très satisfaits dans la mesure où cela vient comme un coup de pouce pour que la campagne cotonnière bien sûr, commence sans accroc. Nous allons inviter le gouvernement à aussi penser aux autres dettes qui restent. Il a espoir que nous serons payés d'ici mardi et que les transporteurs vont apprêter leur matériel de travail pour faire face à l'activité dans les jours à venir. Cette facture que le gouvernement est en train de payer à partir de ce jour-ci est une redevance par le gouvernement antérieur. Nous remercions le gouvernement en place qui a pris conscience de notre souffrance, nous transporteurs, et qui a pris la décision de nous payer, de payer la facture 2015. Et pour des dispositions de transparence dans la gestion des fonds, les signataires ont été bien définis. Ces différents signataires ont été désignés par l'AIC, par le ministère de l'Agriculture et par la SONAPRA. Toutes les dispositions ont été donc prises pour qu'il y ait donc de la transparence autour de la gestion de ce montant donc, qui a été donc mobilisé au sein de la filière et pour pouvoir faciliter la tâche au niveau des transporteurs qui ont beaucoup attendu. Les paiements pourront être effectués à Parakou, à Boycon et à Cotonou. Et puis la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, la CCIB, et la Chambre de commerce et d'industrie de la Wallonie se donnent la main pour travailler ensemble. Ces deux institutions vont essayer de mettre en place un partenariat stratégique. Reportage, Martial Guitigan. L'administration parle de l'utilité de l'extraversion et de l'ouverture à des homologues présents sur d'autres marchés. Au cours d'une séance d'échange, les entrepreneurs béninois face à la Chambre de commerce et d'industrie de la Wallonie sont venus suivre un exposé sur les entreprises wallonnes désireuses de faire du commerce ensemble sur le même marché, échanger expérience et expertise et travailler les liens pour faciliter et renforcer leur partenariat. On peut l'apprécier comme étant du pair à pair, comme on dit, donc deux agences, deux opérateurs qui se ressemblent, qui ont la même activité et qui sont au sein d'un marché national qui n'est pas d'une importance énorme, en recherchant des partenariats entre entreprises béninoises et wallonnes, partenariats qui seraient, je dirais, de tous ordres, il n'y a pas de limite intellectuelle en la matière, mais qui visent chaque fois au moins des actions conjointes de façon à partager dans certains objectifs et pour certaines opérations ou de manière beaucoup plus générale et structurelle. Ayant des affinités francophones, les chambres estiment qu'elles ont tout intérêt à réfléchir ensemble à leur business pour en faire profiter les entreprises. C'est l'opportunité que ça offre à l'ensemble de la communauté économique du Bénin de savoir qu'il y a possibilité d'étendre les échanges à d'autres pays de l'Union européenne et principalement à la Belgique dans sa partie wallonne qui est la partie francophone. Ce qui est à gagner, c'est déjà les relations que les entreprises doivent établir dans un système de binôme. Des mariages heureux pour le développement des entreprises. Mais ne parlera-t-on pas après
d'une discrimination ou d'un traitement différencié au plan commercial. Il n'y aura certainement pas de traitement différencié parce que nous sommes en Belgique et notamment en Wallonie partisans de vraiment le libre-échange, de l'élimination des obstacles à la libre circulation des personnes comme des marchandises et des services et des technologies. Et nous n'avons aucune raison ni aucune volonté, ce n'est pas dans notre philosophie, ce n'est pas dans nos gènes de discriminer. Le président de la Cour constitutionnelle, le professeur Théodore Olo, a reçu plusieurs personnalités à son cabinet. La culture et l'éducation étaient au cœur des échanges. Les différents acteurs dans le domaine sont venus s'inquérir de l'expérience de l'autorité. Awa Sherif. La culture ouvre les audiences ici à la Cour constitutionnelle à Cotonou. Le président Théodore Olo a reçu différents acteurs. Ils ont partagé leurs préoccupations avec l'autorité. Nous venions parler au président de la Cour constitutionnelle de notre institution qui a besoin de visibilité et de lobbying auprès des grandes personnalités de l'État. Des conseils nous ont été prodigués pour aller vers les ambassades, pour aller vers des institutions et pouvoir plaider davantage notre cause. Je viens d'être nommé comme directeur du centre culturel chinois au Bénin. C'est normal que je devais lui rendre visite pour bénéficier toujours du soutien de sa part. Je suis venu remettre entre les mains du président de la Cour constitutionnelle l'agenda du Festival international Rencontre des civilisations en abrégé Firenze de 2016 à 2021 pour les activités que nous voudrions mener. Et au nombre desquelles, naturellement, nous avons des activités phares. Déjà en 2014, nous avons réussi à regrouper, pour le bonheur, n'est-ce pas, des peuples, des fils de l'Ekudajatado, les 4 rois qui n'avaient jamais eu l'occasion de se retrouver. La question de la nouvelle carte universitaire au Bénin a été également abordée au cours des échanges. Avec le président, c'est juste une information. Il était normal quand même qu'on vienne lui expliquer la position de la population de Lomé Plateau. La position, c'est que nous ne sommes pas d'accord par rapport à ces suppressions et qu'il faille quand même reconstruire, rétablir l'injustice qui a été causée à Porto-Novo, à savoir de reconstruire, de remettre l'université à sa place et construire même une grande université, la capitale méritant bien cette université, et puis à Kétou retourner le rectorat et remettre les attributs quand même à l'université agricole de Kétou. Et puis du 10 au 12 novembre, le festival Iléa permettra au public d'admirer les œuvres de 5 plasticiens africains, des plasticiens dont certains sont aussi musiciens. Wenceslas Aroyemont et Patrick Jossou étaient à la cérémonie de lancement au Centre artistique africain de Cotonou. Reportage. Et tout est africain. Tout est africain dans ce refrain chanté. Iléa Ewasile. Iléa, un mot yoruba qui veut dire « ça y est, il est temps de rentrer à la maison ». Il est temps pour la 4e édition de ce festival artistique et culturel qui rappelle le plus que cinquantenaire de l'Afrique par les doigts magiques de 5 artistes plasticiens. Il s'appelle Bernard Ayayi. Sa toute première exposition avec nous ici. Et nous avons également le directeur artistique du Centre culturel chinois, Raymond Etienne, qui expose avec nous. Et nous avons Francel Dagbeto, secrétaire général de l'association Iléa Africa, qui expose également avec nous. Moi-même, j'expose également. Lui-même, c'est Eric Awansou, chorégraphe pour les amis, lui qui plante le décor de ce vernissage Art Artistique Africa, avec un doyen de l'ORTB. Nous avons le doyen Ndéou Gracien, n'est-ce pas, qui expose avec nous ici. Son installation est là. Depuis 1992, j'ai conçu l'œuvre là. Quel est l'état des lieux et qu'est-ce que nous laissons à la progéniture, à la génération future? Progéniture et génération future remercieront d'avoir hérité de mériter le soutien de ce centre artistique. Profitons de cette occasion pour remercier Ousmane Aliji pour cette belle place qu'il nous offre. Eric et son association ont réussi à briser la glace. Glace brisée après 3 ans de jachère où aucun plasticien n'a exposé ici. Nous profitons pour remercier Bona Carole, qui est bien sûr la marraine de l'événement. La 4e édition, ce n'est pas rien.
Donc, vous avez déjà laissé votre empreinte. Première empreinte, vernissage ce jeudi 10, 11, 16. Deuxième trace, conférence ce vendredi 11, 11, 16. Qui va se passer au Centre culturel chinois à 17h30, animé par M. Roman Gracien. Troisième pas, récital musical ce samedi 12, 11, 16. Concert, podium révélation. Des artistes plasticiens également artistes musiciens, ça rime bien. Et puis le sport maintenant pour boucler cette édition football. La trêve internationale a démarré depuis mercredi et va durer une semaine. Elle est dominée déjà par les matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 sur tous les continents, mais aussi par les matchs amicaux. Zoom sur les affiches de la zone Afrique avec William Bassabi. Week-end chargé pour les sélections africaines encore en course pour la qualification à la Coupe du Monde Russie 2018 à la faveur de la trêve internationale. La deuxième journée des éliminatoires du mondial démarre ce vendredi avec le match Libye-Tunisie. À suivre de près ce samedi, les chocs Cameroun-Zambie et Nigeria-Algérie dans le groupe B, tout comme Mali-Gabon et surtout Maroc-Côte d'Ivoire dans le groupe C. Autre affiche attendue, c'est le match Afrique du Sud-Sénégal dans le groupe A avec les Lions de la Teranga qui veulent renouer avec la Coupe du Monde après l'épopée de 2002. Le match le plus explosif de cette deuxième journée va se jouer dimanche au Caire entre les Pharaons d'Égypte et les Black Stars du Ghana pour le compte du groupe E. L'autre rencontre de dimanche va mettre aux prises le SLI national de la Guinée avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Pendant ce temps, les sélections recalées à la Coupe du Monde 2018 et à la CAN 2017 mettent les bouchées doubles pour améliorer leur classement FIFA et mieux aborder les éliminatoires de la CAN 2019 qui interviendront après la CAN Gabon 2017. C'est le cas de la Mauritanie qui va jouer la Tunisie le mercredi 15 novembre. Et les écureuils dans tout ça, ils sont au repos prolongé depuis octobre malgré la grande forme affichée par les internationaux béninois en club. Eh bien, avant de nous séparer, quelques informations sur les programmes qui prévoient donc juste après moi le magazine sans commentaire, le jeu Arène des champions et deux feuilletons, les choix de l'amour et Windex. Prenez un autre rendez-vous avec les informations à 23h avec Jérôme Humbon. Cette édition, vous pouvez la retrouver sur notre site www.ortb.bj. Merci et à demain.